Bienvenue à tous, merci. Nous allons parler aujourd'hui de la souveraineté de la République démocratique du Congo, de la dignité de l'homme congolais. Et surtout, nous allons parler du droit. Avec un invité qui a initié effectivement ce mouvement depuis un certain temps. Et en plus, qui s'intéresse à ces questions fondamentales qui touchent à l'existence même du Congo en tant que nation. Monsieur Eric Bilalé, notre invité, bienvenue. Merci, monsieur Jean-Marie. Vous êtes avocat et chercheur en droit international. Vous avez initié ces mouvements politico-philosophiques panafricains. Souveraineté, unité et frontières, dites-vous. Et aujourd'hui, on va parler de la RDC, tout simplement, qui aujourd'hui est ballottée entre les attaques, les guerres qui viennent de l'extérieur, mais également des guerres à l'intérieur du territoire, pilotées par les citoyens congolais, certains citoyens congolais. Malgré la trêve initiée par les États-Unis, les M23, la FC de Nanga, avance. Il y a des villes qui tombent à l'est. Mais au-delà de cela, moi j'aimerais bien qu'on puisse expliquer d'abord ces concepts que vous avez mis en place. Pourquoi? Souveraineté, unité, frontière. Parce que la souveraineté, c'est tout ce qui fait un État, tant au niveau national qu'au niveau international. Au niveau national, la souveraineté de l'État se cristallise par l'auto-limitation de son pouvoir. C'est-à-dire que l'État lui-même, qui est souverain, s'impose des règles qu'il respecte. C'est ce qu'on appelle aussi, d'une certaine manière, l'État de droit. C'est-à-dire que toutes les autorités, les gouvernants et les gouvernés sont soumis aux mêmes règles. Aux mêmes règles. Établies au niveau de l'État. Avec les textes. Les textes, vont avec. bien sûr. Vous êtes avocat au barreau de Congo central. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui la RDC fonctionne sur base des textes auxquels tout le monde est soumis? Dans une certaine mesure, s'il faut aller au plus profond, ce qui est vrai, que l'état de droit reste un long chemin pour notre pays, et c'est un combat de chaque jour. Dire que la RDC, notre cher et beau pays, fonctionne sur la base des textes régissant ce qu'on appelle le concept même d'état de droit. l'égalité. Est-ce que cet état de droit est d'application dans notre pays? D'application telle que conçue. Oui. Tel que compris comme tel, c'est-à-dire un pays qui fonctionne sur base des textes. Et les textes, on ne sera pas à mesure de l'affirmer. Lesquels textes sont respectés par tous? On ne sera pas à mesure de l'affirmer, d'autant plus qu'il y a des violations par-ci, par-là, des règles même fondamentales, même la Constitution, même les lois organiques, certaines lois importantes et conventions même internationales faisant partie du bloc de constitutionnalité. Et l'essentiel de l'état de droit reste, dans une certaine mesure, appliqué à l'égard de plus faibles. Et c'est ce qui est le propre de jeune démocratie. Et notre pays ne s'en écarte pas. Ce qui fait que c'est ne pas facile aujourd'hui, en tant que technicien, d'affirmer que notre pays fonctionne sur la base de l'état de droit. L'état de droit suppose un certain rigorisme et une certaine orthodoxie dans l'application des règles de droit. La souveraineté veut dire être autonome, être incapable de décider par soi-même et se faire respecter comme tel. Vous êtes un juriste. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se dire souverain
lorsque l'économie nous échappe, les finances sont parfois à la merci de ceux qui, de temps en temps, nous donnent un peu, et surtout la défense de notre pays est sujet à beaucoup de polémiques, pour ne pas dire tantôt c'est l'EAC, tantôt c'est SADC, tantôt c'est la sous-région. Est-ce qu'on peut se dire souverain? Alors, j'ai abordé la question de la souveraineté dans une des manches. Et au niveau international, la souveraineté s'est traduite pratiquement dans l'immédiateté internationale. C'est-à-dire que l'État qui est souverain, qui n'a pas de juges, traite directement avec ses homologues au niveau international. Alors, la question consubstantielle à la souveraineté qui est la souveraineté dans le cadre des relations économiques, c'est aussi une question importante. Un État qui se veut souverain dans une intensité beaucoup plus grande développe ce qu'on appelle l'autonomie financière et économique. Et là mais encore, on n'y est pas, nous. Là on n'y est pas. Là encore, quand on voit par exemple que c'est les Kenyans qui contrôlent notre système financier, avec les banques qui se sont installées, avec les l'épargne qui sont captées par ces banques kenyanes, etc. Je sais que nous n'avons pas des banques nationales. On n'a aucune banque gérée par les nationaux. Des nationaux. Oui. C'est plutôt une politique à encourager dans la mesure où gérer les finances, c'est gérer toute la nation. Bien sûr. S'il est vrai, comme vous le dites, que les Kenyans contrôlent notre système financier avec ces banques, c'est alors très grave. Il ne nous reste que d'être contrôlés dans nos maisons, dans nos chambres, parce qu'on le fait déjà par nos finances. Bien évidemment. C'est très important. Les télécoms qui pompent le peu d'argent que nous avons dans la consommation, les banques qui captent notre épargne et la grande distribution qui est gérée également par les Indiens, est-ce qu'on peut se dire souverain dans ces cas? Dans ce sens-là, la souveraineté économique et financière oui. Est mise à l'épreuve de contrôle étranger de nos finances. Ce qui fait qu'il est important de développer des politiques économiques ambitieuses et financières oui. Ambitieuses, mais aussi rigoureuses, parce que l'État interventionniste, c'est un État qui agit dans les secteurs de l'économie. C'est pour ça que j'allais poser cette question. Mais aussi l'interventionnisme de l'État, pour ne pas dire la régulation de l'État, en tant que puissance publique, dans les secteurs clés de l'économie, va se faire de quelle manière? Exactement. L'interventionnisme est à la fois au sens économique, où l'État lui-même agit comme un commerçant, oui. C'est-à-dire que l'État vient dans les secteurs marchands, créer des entreprises, générer des intérêts, générer des gains, et l'État travaille au même titre que le privé. Dans ce sens-là, l'État est soumis aux mêmes droits que les particuliers. Aux mêmes règles. Les droits du travail, oui. les droits des sociétés. Oui. Et l'État les groupements d'intérêt économique. Oui. L'État paye ses impôts à l'État. Oui. Et une autre dimension très importante, c'est la dimension souveraine de l'État. Quand je parlais de l'auto-limitation de l'État et de l'établissement des règles par tous respectées. Là, c'est l'État régulateur. L'État intervient pour imposer des règles des jeux dans l'économie, dans les secteurs bancaires. Ce ne sont pas des règles qui nous manquent dans les secteurs bancaires notamment. Il y a des règles importantes. La législation et je peux dire que oui. la législation, oui. Elle est fleuve en cette matière-là. Il nous manque plutôt des acteurs économiques dans les secteurs. Et certains acteurs des nationalités congolaises qui sont dans ces secteurs ne sont pas encouragés ou
au mieux, ils Mais sont c'est là la problématique. marginalisés par l'État. C'est là la problématique. Au profit des étrangers. Absolument. Et Ce qui fait que oui. on ne peut pas imaginer qu'un jour on atteigne les stades de contrôle de l'économie par nous-mêmes si l'État lui-même est un facteur dérangeant pour l'émergence des nationaux dans un secteur économique. La dernière, ou plutôt la deuxième thématique que vous abordez dans votre mouvement, c'est la dignité. La dignité commence par le premier des droits de l'individu, c'est les droits à la vie. Manger, boire, c'est sécurisé. Est-ce que l'homme congolais est digne? Bon, au sens de besoins vitaux primordiaux, bien sûr. D'après la pyramide de Maslow, bien évidemment. La dignité, c'est un facteur important dans la vie de l'homme. Un homme qui n'est pas digne, c'est un homme relégué à l'arrière-plan. C'est un homme négligé. Et la dignité commence dans un État lorsque celui-ci commence par mettre en valeur l'homme, à faire de l'homme les centres de tout. Comme on dit, faire de l'homme les centres des intérêts. Le développement lui-même est fait pour l'homme. C'est l'homme qui est le développement. Le premier développement commence par l'homme. Sa santé, sa sécurité, son éducation, et tant d'autres éléments qui sont attachés à l'homme. Alors justement, pourquoi dans notre pays, oui, pourquoi il y a cette inadéquation justement? Exactement. C'est parce qu'il y a un problème de l'homme. L'homme congolais n'a pas intégré l'aspect que c'est l'homme qui doit être à la base du développement. Pas l'argent, pas le pouvoir. Pas l'argent, ben, ça sont des facteurs qui sont inhérents au développement de l'homme, mais c'est l'homme qui est au centre de tout. Parce que l'argent, ça se fabrique, ce sont du papier. Et c'est l'homme formé qui fabrique de l'argent sur la base des techniques apprises sur les bancs. Donc c'est l'homme qui est au centre. Et même l'ultramodernité, elle est construite par l'homme. Ce qui fait que si l'homme n'est pas formé, l'homme n'est pas mis au centre de tout développement, il n'y a pas de développement. Même les pays les plus industrialisés ont mis l'homme au centre de tout. Je crois que même lorsque le Constituant avait prévu la gratuité de l'enseignement primaire, il pensait en fait au fait que l'homme soit formé massivement. Parce qu'il n'existait pas de développement sans la formation de l'homme. Mais justement, qui doit impulser cela? Parce qu'on a l'impression que dans ce pays, on parle beaucoup de l'homme, mais on ne travaille pas sur l'homme. Moi, je crois qu'il y a... Rappelez-vous ce que le maréchal Mobutu disait à son temps. L'authenticité. On revient à nos valeurs pour que l'homme congolais, l'homme zaïrois, soit authentiquement en adéquation avec sa culture pour qu'il soit un homme tout court, c'est-à-dire un homme de valeurs. Mais on a vu que pendant 38 ans, le maréchal Mobutu a plutôt détruit l'homme qui est devenu corrompu, qui est devenu sans valeur, parce que sous d'autres cieux était déconsidéré. On pensait que le Zaïrois était le voleur, la femme qui s'est dépigmenté la peau, la culture politique, comme disait Abdoulaye Wade, n'était pas dans l'homme congolais. Zaïrois de l'époque, pendant la conférence de souveraineté, il était de passage ici. Joseph Kabila, après ses 18 ans, il a dit qu'il n'a pas trouvé 15 hommes congolais qui pouvaient épouser la pensée qu'il avait pour faire développer le pays, etc. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi, lui ne sait même pas si Copec en comptait 2. Au vu de scandales, de gestion, etc., etc. Pourquoi parle-t-on souvent? Parce que son dernier mandat, il a dit, la Première ministre aussi, qu'elle va travailler sur l'homme. Pourquoi on fait trop de discours sans que
on travaille sérieusement, comme en Tanzanie, comme en Afrique du Sud, et comme allez, au Ghana, en Namibie. C'est une question philosophique. C'est une question fondamentale. Et philosophique. C'est un défi important pour notre pays. Vous avez relevé les cas des dernières années, oui. des dernières années du maréchal Mobutu. Oui. Je pense qu'au tout début, le maréchal a tenté de travailler sur l'homme, a tenté de donner de la dignité à l'État. Il y a un livre d'ailleurs. Avec l'usure du temps. Il y a un livre d'ailleurs d'unité pour l'Afrique. L'usure du temps. Oui. C'est l'usure du temps. C'est l'usure du temps ou l'usure du pouvoir? L'usure du pouvoir. Oui. Avec les temps, oui. A fait qu'il n'existe pas un point éternellement tenu. L'homme se fatigue. Il faut qu'un temps on arrête et qu'on parte et laisser les autres qui ont de l'énergie faire quelque chose. Oui. Ce qui a fait que la dictature a pris des tournures qu'elle a prises. Surtout les 10 dernières années. De 90 à 97. La situation s'est détériorée. Oui. Et c'est aussi de notre responsabilité parce que la population a été à la base de certaines pratiques au nom de la démocratie qui ont conduit le pays au déluge. Le président Joseph Kabila est venu. Il a conclu par dire qu'il n'a pas trouvé un seul homme parce qu'il n'a pas pu transformer les Congolais selon lui. Oui. Et puis les chefs de l'État actuel, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, il en cherche. Il a dit que sa justice est malade. Oui, la justice est malade. Il a dit que la corruption gangrène la société congolaise. Il ne le dit pas, c'est une réalité. Il ne fait pas de fausses déclarations. La corruption a atteint des proportions incommensurables et des proportions au-delà de l'acceptable. La défectuosité de la justice n'est pas un débat. Vous voyez combien de détourneurs de fonds publics circulent librement dans nos rues. Et la corruption s'est construite en termes d'immeubles. Alors, c'est une réalité fondamentale. Je crois qu'il faut des états généraux de la justice et des assises nationales pour élucider ces questions fondamentales de notre société. Alors, une société corrompue, une société sans justice, c'est une société en perdition. Justement, je repose ma question. C'est fondamental. Vous êtes intellectuel, vous avez lancé ces mouvements, on parlera de la troisième thématique tantôt, mais j'aimerais revenir sur la dignité. Lorsque les valeurs sont bafouées par ceux qui dirigent, les valeurs sont bafouées, la vérité, l'amour de la patrie, le respect de la parole donnée. La dignité, on va la trouver comment? Non, ben exactement. La dignité sort de l'obscurantisme. Parce que un autre point fort de l'obscurantisme, c'est de considérer de fausseté comme des vérités. Oui. Comment dirais-je, des contre-vérités comme des vérités. Et on les accepte comme telles? Non, on ne les accepte pas. On les considère comme telles. C'est-à-dire que c'est un problème du TOS. De l'intérieur, on pense que cette fausseté est une vérité. C'est aussi un grand problème de l'obscurantisme. Et ça sort du cadre des dignités. Et dans une république, moi je suis un républicain aussi, je suis un républicain, et j'ai une dose un peu élevée du républicanisme. Dans une république, on n'affirme pas de contre-vérité. On ne gère pas une république par des mensonges. La république, on la gère par des vérités. La république, on la gère par la discipline. Pour dire que la république, on la gère par la dignité. Et la dignité passe par des actes. Parce que les gouvernants doivent prêcher par l'exemple
par devant les gouvernés, en répondant aux instances du gouverné. Alors, lorsqu'on établit qu'un gouvernant est un menteur, c'est qu'il n'est pas digne. Un gouvernant qui est menteur, c'est pas digne. C'est pas digne. C'est pas digne et ça n'inspire pas. Ça ne peut pas inspirer. J'aimerais qu'on revienne sur... on a fêté les deux. Les trois même d'ailleurs. Génocoste, à Kisangani. La fameuse guerre des 6 jours avait produit énormément de morts, de détresse. Il y a encore des stigmates jusqu'à aujourd'hui à Kisangani. Pourquoi on est inaudible? Vous êtes avocat, vous vous intéressez à l'international aussi. Pourquoi cette commémoration? Ça fait 2 ans qu'on a institué cela, mais ça fait depuis 1998 que ça a été catastrophique. Enfin, je ne sais pas si c'est à 98, mais exactement. Aucun invité de marque au niveau panafricain, international. Oui, absolument, oui. Et il n'y a pas, à part Kissimango, qui avait à l'époque son temps porté plainte, et l'Ouganda devait verser des centaines de millions de dollars, pour ne pas dire des milliards de dollars. Ça n'a pas été le cas. Pourquoi cette indifférence de la communauté internationale? C'est parce que nous sommes irresponsables et pas dignes d'être défendus, ou parce qu'on vend mal notre génocide? Oui, c'est un problème de dignité. Alors, il faudrait tout d'abord ne pas prendre les événements malheureux de la ville martyre de Kisangani comme étant les génocostes. Parce que les génocostes signifient les génocides congolais pour des fins économiques. Les effets malheureux, le drame de Kisangani ne relève pas des génocostes. À Kisangani, il y a eu, on peut, si on fait des analyses, y trouver des crimes contre l'humanité ou des crimes de guerre, mais pas les génocides, à en chercher la mens rea. On a à l'est des génocides. Oui, les génocides congolais existent. Il y a eu plus de 10 millions de morts. 16 exactement. 16 millions de morts. Oui. Dans l'idée d'éliminer, c'est-à-dire il y a eu une machine qui a organisé des conditions calculées pour faire disparaître toute partie du peuple congolais, pour occuper nos territoires. Nos terres, et le processus est en cours. Exploiter nos minéraux illégalement, ça c'est les génocides. Mais les cas de Kisangani, ça n'est pas les génocides. On peut y trouver les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre, violation des conventions de Genève, parce qu'il y a eu un conflit armé international à Kisangani dans la guerre des 6 jours entre l'armée rwandaise et ougandaise sur un sol étranger, qui étaient de puissances occupantes. Et c'est comme tel qu'elle les a considérés la Cour internationale de justice dans l'affaire des activités armées sur le territoire du Congo. Alors, en ce qui concerne les génocostes, je crois que, comme vous l'avez dit, il y a un problème de méthodologie. Et je crois que les autorités doivent en prendre conscience. Dans tous les pays où on a institué, où on a reconnu les génocides d'un certain peuple, on a trouvé des mécanismes de répression de ces crimes de génocide. Alors, par exemple, au Rwanda, il y a la loi de 2001 qui est instituée exactement portant répression des crimes de génocide, mais aussi des crimes annexes, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. Et cette loi introduit des mécanismes nationaux efficaces pour réprimer ces crimes-là. Et dans notre pays, on parle des génocostes de manière brève, c'est-à-dire sommairement, dans une loi qui parle de réparation des victimes. D'où la question. Il faut une loi. D'où la question. Une loi on spéciale sur les génocostes. On est très suivi.
regardez de la manière dont la mise en scène, bon, moi je ne dirais pas aléatoire, mais on fait ça d'une manière épisodique. Ouais. Lorsqu'il s'agit de la Shoah, c'est à la fois philosophique, économique, politique, diplomatique. Lorsqu'on parle des Arméniens, Ouais. si un pays étranger remet en cause les génocides arméniens, c'est tout de suite rupture diplomatique pour révisionnisme. D'ailleurs, dans certains pays africains, on commence maintenant à faire peur avec le mot génocide. Je repose ma question. Vous êtes intellectuel et ceux qui conçoivent ce type de concepts, de thématiques ou d'événements sont les intellectuels. Est-ce qu'il y a un déficit intellectuel dans le chef des Congolais pour formaliser ces génocides congolais, pour attendre qu'un Charles Onana, qui est camerounais, écrive fondamentalement sur ceci et que ça fasse peur aux autres? Oui, une très vous belle êtes question. universitaire, Une très belle question. Il n'y a pas de déficit intellectuel des Congolais. Il y a une démission. C'est peut-être la manière de démission faire. des historiens, Non, démission de peut-être la manière de l'élite faire. congolaise. Non, Qu'est-ce qui se passe? La manière de faire peut-être de gouvernants qui écartent les experts avérés en la matière. Et je vous dis qu'aujourd'hui, on ne pouvait par exemple pas imaginer que tout le gouvernement se retrouve à Kisangani, Oui. sur la base des commémorations du Génocide, alors qu'il n'y a aucune loi nationale Il n'y a pas de loi. spéciale sur les génocides, sur la répression des génocides. Je voudrais en venir en fait. Vous avez donné les exemples notamment celui du génocide arménien. Oui. Avec la diplomatie arménienne, il y a la loi de reconnaissance internationale par la France du génocide arménien. C'est une loi, je crois, de 2003 ou de 2005. La France a reconnu officiellement ces génocides arméniens. Ça fait partie en France des 8 lois mémoriales. La loi sur le génocide arménien. Et ce qui fait que le négationnisme de ces génocides, c'est-à-dire la non-reconnaissance, est un délit. Et c'est pourquoi j'ai dit dès le départ, en répondant à cette question, que les génocides, nous en avons parlé, nous, peuple congolais, par notre loi sur la réparation de victimes des crimes internationaux, brièvement dans cette loi-là. Il faut une loi spéciale sur la répression du crime des génocides commis en République démocratique du Congo à des fins économiques. Une loi qui va prévoir beaucoup de mécanismes, notamment la répression du négationnisme, et qui va peut-être aussi, parce qu'on prévoit la répression, parce qu'au niveau national, il est difficile de poursuivre ces crimes, même si on tente de le faire par des juridictions militaires, avec la jurisprudence qu'il y a, c'est de manière trop timide. Il faut instituer des juridictions spécialisées ou internationalisées, des juridictions mixtes pour poursuivre ces crimes-là qui sont commis en République démocratique du Congo avant l'entrée en vigueur de la Cour pénale internationale. Parce que... Qu'est-ce qui bloque les Congolais à voir un mausolée? Le mémorial. Oui, le mémorial. Destiné à cela, avec tous les symboles que cela comporte. Qu'est-ce qui manque? C'est le volontarisme ou c'est tout simplement l'absence? L'idée. En fait, j'ai dit, si on travaille sur ces questions de manière sérieuse,
en consultant tous les experts, les ONG des droits de l'homme. Il y a des ONG qui ont travaillé sur ces questions-là. Il faut privilégier l'aspect national des choses. Il y a des ONG qui travaillent et qui continuent de travailler sur ces questions-là importantes de génocide congolais, qui ont des éléments de preuve, qui peuvent fournir des informations et des idées à l'État. Ce qui fait que la logique du gouvernement devra être cette logique rassembleur et qui va permettre à ce que les idées fortes sortent sur cette question des génocides. Mais il faut absolument une loi portant répression du génocide. Et cette loi devra prévoir les mécanismes de répression, devra prévoir des juridictions compétentes en la matière, spécialement des juridictions compétentes et ad hoc. C'est-à-dire que des juridictions, par exemple, ça s'est fait ailleurs, même en Centrafrique, ici, il y a une cour spéciale. Oui. Il y a une cour spéciale centrafricaine. D'ailleurs, son procureur, c'est un magistrat militaire congolais, le colonel Moutazini. Congolais. Pour qui j'ai beaucoup de considération. Qui juge les Sud-Africains. Qui est procureur de cette cour pénale spéciale de la Centrafrique. Et beaucoup de pays ont connu cette expérience de juridiction mixte ou internationalisée, à défaut des juridictions ad hoc, parce qu'aujourd'hui, il sera difficile que les conseils de sécurité de l'ONU puissent nous instituer par une résolution un tribunal pénal international pour le Congo. Ça sera difficile. Avec l'arrivée de la Cour pénale internationale, c'était aussi une manière pour les conseils de sécurité de s'écarter un peu de cette question de juridiction pénale internationale. Je pense que la solution pour notre cas du génocide congolais, du génocide, c'est d'instituer un tribunal international ou des chambres mixtes pour la République démocratique du Congo qui vont connaître de ces crimes graves. Et ces chambres peuvent être constituées de magistrats nationaux et étrangers afin d'être crédibles et d'être soutenus par la communauté internationale. Je sais qu'il y a beaucoup d'intellectuels qui vous suivent en ce moment, qui piaffent d'impatience d'être à votre place. Souffrez que je vous pose ces questions pour eux. Vous parlez des frontières. Triptyque. Souveraineté. Dignité. Et frontières. Frontières. Ça fait plus d'un an, bientôt 2 ans, que nous avons des pans entiers, Bunagana comme symbole, qui échappent à notre cartographie. Autrement dit, les frontières héritées de la colonisation sont redéfinies, bon, peut-être ponctuellement, par un petit pays. Enfin, il y a aussi l'Ouganda qu'on soupçonne maintenant, le Kenya aussi. Les frontières dont vous parlez, ce sont des frontières physiques pour lesquelles on doit se battre, armé à l'appui, pour faire reculer le plus rapidement possible ceux qui nous agressent et maintenir notre intégrité, nos frontières et notre territoire intégralement. Ou vous parlez des frontières psychologiques. Psychologique veut dire, bon, même si physiquement les Rwandais sont là-bas, les Congo est toujours entier avec... Oui, en fait, De quelles frontières parlez-vous? Oui, en fait, c'est une très belle question et elle est pertinente, d'autant plus que notre mouvement, il est panafricaniste. Dans le panafricanisme, les frontières sont intangibles et elles sont physiques. Physiques. Elles sont d'abord physiques. Avec les bornes héritées de la colonisation. Issues de la colonisation, ces frontières sont intangibles. C'est l'intangibilité des frontières. C'est le principe fondamental de l'Union africaine. Et étant un panafricaniste, je ne peux qu'être dans cette logique-là. L'intangibilité des frontières. L'intangibilité des frontières issues des colonisations.
Alors, dans notre cas, l'élément, dans votre philosophie. l'élément matériel d'un État, c'est son territoire. Et c'est son territoire qui est son élément matériel, de sorte que sa souveraineté, comme on peut le dire aussi, sa juridiction, est exercée sur ces territoires dans son ensemble. C'est pourquoi nous avons toujours pensé que la réponse à une agression armée reste la légitime défense, les droits naturels Et pourquoi on de l'applique légitime pas? défense. On nous impose des cessez-le-feu sur notre propre territoire. Je crois que ça peut aussi être stratégique. Ça peut aussi être stratégique. Je n'ai pas d'éléments des Arméniens, des informations, des stratégies militaires. C'est une question qui relève de la compétence des hauts commandements militaires. Mais la légitime défense doit être proportionnelle à l'agression armée. C'est-à-dire qu'un État qui est agressé doit mobiliser ses moyens matériels et humains, Sans contrainte. militaires, oui, Sans contrainte. sans contrainte, librement. Comme fait Israël. Exactement, comme fait Israël, comme peut le faire l'Iran, comme aussi le fait les autres puissances militaires. C'est pourquoi cette question des frontières est une question panafricaniste fondamentale dans la mesure où, dans le monde du XXIe siècle, où même le droit international humanitaire est mis à l'épreuve de la robotique, et de l'ultramodernité, des drones kamikazes, Oui. des sociétés militaires privées, Oui. la place qu'occupera la RDC dans les prochaines années, dans les 10 prochaines années, devra être une question à traiter sensiblement par toute la nation, surtout par les gouvernants. Vous le dites avec beaucoup de tact, un peu du politiquement correct. Voilà les termes, je vais l'utiliser. Le politiquement correct, c'est que vous ne voulez pas heurter, vous ne voulez pas choquer. Mais quand vous posez la question aux Congolais moyens, même pas très instruits, mais qui a juste le bon sens. Quand vous lui dites frontière, votre triptyque, souveraineté, dignité, frontière, il vous dit, messieurs, les frontières, c'est nous-mêmes qui exposons nos frontières. C'est nous-mêmes qui sommes partis à l'EAC. Si vous lisez la charte de l'EAC, vous allez voir qu'il y a des pans entiers, des cessions de notre souveraineté, l'accès à notre espace, etc. Et puis c'est nous-mêmes qui affaiblissons à la fois nos structures de défense et d'attaque par notre gouvernance. À qui la faute? Dites pas en général au gouvernement. Ouais. À qui la faute? Aux élus, à l'exécutif, ou au judiciaire? Non, c'est à l'exécutif. C'est une question fondamentale. C'est pourquoi il est important d'imposer une dose d'austérité sur cette question des armées. La prise en charge, parce qu'aujourd'hui, nos armées ont un budget élevé. Oui. Théoriquement. Je crois que, non, même pratiquement, parce la loi de fonds... programmation militaire, elle est ambitieuse. Non, mais quand vous discutez avec les opérationnels, ils vont vous dire... C'est pourquoi je voudrais dire que c'est pratiquement, parce que l'argent est même décaissé pour ces fins-là, pour les équipements militaires, mais aussi la prise en charge dans des théâtres d'opération des militaires. Arrive-t-il? C'est ça exactement la question fondamentale. Arrive-t-il? Il faut un travail extraordinaire de l'inspection générale des forces armées pour contrôler jusqu'au bout du circuit alimentaire, je voudrais. Décaissement, c'est effectif parce que ce sont des budgets exécutés. Mais du point de vue du circuit alimentaire des armées, est-ce que ce qu'on achète pour des militaires au front arrive? C'est un travail de l'inspection.
et de contrôle des hauts commandements militaires qui est présidé par le président de la République. C'est-à-dire que le petit militaire au front qui n'a pas à manger, qui ne peut pas combattre l'ennemi, qui bat en retraite parce qu'il n'a pas mangé, ou qui n'a pas de munitions, doit poser la question au commandant suprême. Parce que pendant la guerre, c'est le commandant suprême qui et surtout lorsqu'il y a état de siège, le président de la République doit veiller sur ces gens-là, surtout les hauts commandements militaires, pour que les choses aillent mieux, que nos militaires au front soient dans la joie de combattre au nom de la patrie. On ne peut pas trouver des genres de raisons, bisotozoli à thé, oui, tout ça, on ne peut pas aller au front, on n'a pas d'équipement. On ne peut pas, c'est impossible. D'où la haute trahison. C'est une question. De la haute trahison si c'est le contraire. Non, je suis en train de donner les faits et j'en appelle à la vigilance du commandant suprême des armées, le président de la République. Parce que c'est une question fondamentale qui touche... La survie d'une nation. Oui, la survie d'une nation. Oui. Et il doit veiller sur ça. On ne peut pas... Et puis, nos militaires au front font des vidéos, genre Toliete, voilà, sa munition, tout ça. Qui fait ça? On doit détecter la source de ces choses, de ces blocages. Pourquoi cette démotivation de nos armées? Il faut veiller sur ça, parce que c'est très important. On n'a qu'une armée pour nous protéger. Et lorsque l'armée ne nous protège pas, ça devient très dangereux pour quiconque. C'est pourquoi il est important d'imposer une certaine dose d'austérité sur ces questions de la défense nationale. Et veiller sur ça. Parce qu'il y a déjà un budget conséquent qui est attribué à ces secteurs. Il faut y veiller. Parlons un peu politique et retombons dans l'actualité parce que, pas plus qu'aujourd'hui, des candidatures au niveau du Sénat. Bizarrement, l'Union sacrée, il part en ordre dispersé, pléthore de candidatures pour le même poste. Je ne vous demande pas d'apprécier la discipline, pas la discipline, mais c'est plutôt une question de culture, de plateforme. En tant qu'observateur, en tant qu'analyste, pensez-vous qu'il est idoine de voir dans la famille du président Tshisekedi des candidatures un peu en sniper comme ça qui se présentent? Pouvoir pour le pouvoir. C'est vrai que certains vont parler du libre arbitre et de la démocratie. Du libre arbitre, ou manque de synergie ou de coordination. Du libre arbitre de la démocratie. Moi, je pense que c'est aussi une question de discipline. Et je crois que le président de la République, en tant qu'autorité morale de l'Union sacrée, doit avoir un arbitrage final. Doit avoir un arbitrage imposable à tous sur ces questions-là. Si on a besoin d'aller à rang ordonné. Mais si on veut aller à rang dispersé, il n'y a pas de problème. Chacun pour soi et les chefs de l'État pour tous. Et on aura des résultats pas escomptés. Est-ce que ce manque de culture politique ou un manque de discipline? Culture politique... parce que la culture politique veut dire aussi les mots d'ordre. Veut dire aussi privilégier les intérêts et son camp. Oui, parce que c'est un monde politique et que chacun peut prétendre avoir des atouts pour gérer un espace de pouvoir, pour gérer un secteur de pouvoir. Je crois que parler de la culture politique serait un peu impropre, mais je préfère parler du libre arbitre. Parce que lorsqu'on veut gagner ensemble, on part à rang ordonné. Mais lorsqu'on veut aller à rang dispersé, on n'aura pas de résultats escomptés. Il y a une province que l'État doit avoir un arbitrage. Oui. Il y a une province que vous connaissez mieux, c'est l'Équateur. Alors là je vous ouvre une question ouverte sur l'Équateur.
Une province qui a connu un grand leader, le maréchal Mobutu. Avec la mort de Mobutu, on a pensé que un leadership nouveau pouvait s'y installer, c'est-à-dire soit les Kengo Wadondo, soit les Vundoawe, soit le... Mais finalement, Jean-Pierre Bemba pouvait prendre ceci, il a fait la prison, il est revenu. On sent que ça bat de l'aile, l'Équateur, le grand Équateur. C'est quoi la démarche pour que cette province ait un leadership clair, visionnaire, on va dire, qui intègre toutes les vocations? Et comment faire pour développer cette province? Enfin, ces grands espaces qui a des richesses incommensurables, l'Équateur. Au-delà de la forêt, des eaux, il y a des minéraux. Mais c'est le Moyen-Âge, l'Équateur. Le grand Équateur est un grand dormant. Et là, il veut le Sénat, l'Équateur. Même au sein des institutions de la République, vous allez remarquer que dans le gouvernement, c'est les grands oubliés. Dans le gouvernement sorti, dans les mandats passés, à part quelques individualités, à part la première période où Mme Mabunda a présidé une institution, l'Assemblée nationale, oui, avec Joseph Kabila. Après ça, l'Équateur n'a eu aucune grande institution, et ni le gouvernement, ni l'Assemblée nationale, ni le Sénat. Et pour cause, comment faire pour donner ces lettres de noblesse? C'est un grand dormant. Et les développements peinent. Il n'y a rien qui ne s'est fait à l'Équateur depuis 20 ans. Et si vous allez, par exemple, à Bumba chez moi, vous verrez que la ville est érodée par le fleuve. À Bumba? À Bumba chez moi, la ville est érodée par le fleuve. L'érosion ne va que croissant. Et la ville va disparaître simplement parce qu'il y a... La ville de Bumba. Je vous parle de ça. Si les ressortissants de Bumba me suivent maintenant, oui, ils savent que la ville est inondée. Il y a les Yahoo qui elle est érodée, oui. Et il n'y a aucun projet pour élever la ville. Et moi, je pense que ce sont des questions fondamentales qu'il faut poser. Et l'Équateur, le grand Équateur qui se trouve dormant et négligé, doit prendre sa place au sein de la République démocratique du Congo. Est-ce que ce besoin du Sénat que l'Équateur doit gérer avec Munkamba, c'est légitime? Même s'il n'est pas de l'Équateur, je l'ai reçu ici. Il dit qu'il veut la justice pour cette province. C'est un grand notable de l'Équateur. Qui n'a jamais été gestionnaire depuis Mabunda d'une grande institution. C'est un grand notable de l'Équateur pour qui j'ai beaucoup de considération, Papa Munkamba. Oui. Et je crois que son courage, comment dirais-je, son franc-parler est légitime en faveur de cette grande province qui est la grande oubliée. Est-ce que les autres membres de l'Équateur vont jouer au franc jeu avec Munkamba? Est-ce qu'ils vont lui laisser cette opportunité? Il est candidat, oui. Mais est-ce que Bemba va jouer? Est-ce que Liao va jouer? Est-ce que Giluando? Est-ce que Baende? Etc. Est-ce qu'ils vont jouer franc jeu pour que les intérêts de l'Équateur soient... Je crois que c'est une question à poser personnellement à chacun d'entre ces personnalités. Vu l'esprit et l'ambiance, qu'en pensez-vous? Tout dépend de la vision des choses, de tout un chacun. Moi, je pense que le plus important dans cette affaire du Grand Équateur, c'est la négligence que cette grande province subit et les injustices qu'elle a encaissées ces dernières décennies. Et pourtant, c'est une province qui n'est composée que de personnes patriotes aimant la République démocratique du Congo avec son peuple et son patrimoine. Absolument. Et je sais que les Grands Équateurs n'ont jamais brillé par un quelconque séparatisme. Ou tribalisme. Ou tribalisme à outrance. Voilà. Et tant mieux. Oui, c'est pour la patrie. Je vous inviterai à nouveau pour réfléchir. Vous avez bien compris que souvent, il faut réfléchir. Au-delà des contingences, de ceux qui pensent que le Congo, c'est la polémique et les insultes. Non.
il y a aussi la réflexion. Il faut laisser place à la tête, qu'au biceps. Allez, à très bientôt. Merci.